Tu cours dans un vaste champ la nuit, comme si quelque chose te poursuivait. La lumière de la pleine lune éclaire ton chemin, et tu vois un cercle de lumière autour d'elle. Tu continues à courir à la recherche d'un abri sûr. Tu n'as pas peur des loups-garous qui ont la réputation d'apparaître lorsque la lune est pleine, mais cet endroit sera prochainement l'épicentre d'une grosse tempête. Ce cercle autour de la lune s'appelle un halo, et ce sont des cristaux de glace qui provoquent ce phénomène dans le ciel. Quand la lune est pleine, elle reflète beaucoup de rayons du soleil. Ces rayons se dirigent ensuite vers la surface de la Terre, mais ils courbent leur trajectoire et se divisent lorsqu'ils traversent des cristaux de glace hexagonaux. Il en résulte un halo de différentes couleurs, presque comme un arc-en-ciel. Le bord intérieur du halo est rouge et le bord extérieur est bleu. C'est magnifique, mais la présence de glace dans les nuages signifie que cette glace va bientôt se transformer en eau et commencer à tomber sur le sol. Et cette pluie sera si forte que tu ferais mieux d'être préparé et de trouver un abri. Si le temps est assez chaud et que les nuages sont plus proches du sol, tu pourrais voir un phénomène similaire, une couronne. Elle est beaucoup plus petite qu'un halo, mais beaucoup plus colorée. Le disque blanc bleuté à l'intérieur devient rouge brunâtre à l'extérieur. Contrairement au halo, la couronne est constituée de gouttelettes d'eau. Plus ces gouttes sont petites, plus la couronne sera grande. Si les gouttelettes d'eau sont grosses, la couronne ressemblera à un point lumineux de la taille de la Lune elle-même. La couronne et le halo peuvent également se produire pendant la journée, lorsque le soleil brille. Mais assure-toi de porter des lunettes de soleil avant de jeter un simple coup d'œil, car la couronne est très lumineuse et très mauvaise pour tes yeux. Dès que tu trouves un abri, il se met à pleuvoir bien fort. Waouh, c'est quoi ça? On te prend en photo? Non, le flash que tu viens de voir est un éclair. Bam! Le tonnerre est si fort que les fenêtres de la maison se mettent à trembler. Voici un conseil pour savoir à quelle distance tu te trouves de l'épicentre d'un orage. Lorsque tu vois un éclair, commence à compter. Quand tu entends le tonnerre, arrête de compter. Maintenant, tu dois diviser ce nombre par 5. Si tu peux compter jusqu'à 5, cela signifie que l'épicentre de l'orage est à environ 1 mile, soit 1,6 km. Si tu n'as pas trouvé d'abri avant le début de l'orage et que celui-ci te surprend en pleine nature, quitte immédiatement les hauteurs. Toute montagne ou colline est une zone à haut risque. Ne pense même pas à te cacher sous un arbre. Les objets hauts sont la première cible de la foudre. Les poteaux électriques sont également à risque. Si un orage te surprend alors que tu es à vélo, descends immédiatement et pars en courant. Même chose si tu es à bord d'une décapotable, d'une voiturette de golf ou d'une moto. Si un orage se déclenche alors que tu te trouves en plein champ, l'objet le plus grand ici, c'est toi. Baisse-toi et essaie de te couvrir d'une manière ou d'une autre. Si tu n'es pas seul, essayez de garder vos distances les uns par rapport aux autres. Ouf! Maintenant, admirons ce magnifique lever de soleil. On dirait que quelqu'un a renversé de la peinture rouge sur le ciel. Cette belle vue signifie qu'il va bientôt commencer à pleuvoir. Si le ciel est rouge au lever du soleil, c'est parce que la zone de haute pression vient de passer devant toi et qu'elle est maintenant suivie d'une zone de basse pression avec une forte teneur en eau dans l'air. Alors prends un parapluie avec toi ou retourne dans ton lit bien douillet et reste au chaud. Souviens-toi du vieux dicton « rouge le matin, pluie en chemin ». Rouge le soir, espoir. Parfois, il est même possible de prédire la pluie en la sentant. C'est une question de molécules d'ozone. Les courants d'orage font descendre l'ozone de la haute atmosphère, et quand l'orage est sur le point de commencer, tu peux ressentir comme une sensation de propreté. C'est comme si tu venais de laver le sol à l'eau claire. Ton odorat devient plus sensible avant qu'il ne commence à pleuvoir. Ce n'est pas à cause de ton nez, mais à cause de l'air plus humide. Les fleurs vaporisent leur parfum, et les molécules d'eau s'y collent, le diffusant beaucoup mieux. C'est pourquoi les mêmes fleurs ont un parfum différent selon que tu les sens à l'extérieur ou dans une serre fermée et humide. Les plantes peuvent également t'aider à prévoir les changements de temps. Si tu touches l'herbe le matin et qu'elle est humide, cela signifie que ce sera une belle journée. Cette eau matinale sur l'herbe est la rosée. Elle apparaît au moment le plus froid de la nuit. Un ciel dégagé permet à la terre de se refroidir un peu et les molécules de vapeur d'eau présentes dans l'air se transforment en liquide qui se déposent sur diverses surfaces. Regarde les feuilles sur les arbres de plus près. Parfois, elles sont à l'envers. Par exemple, les feuilles d'érable réagissent bien à l'augmentation de l'humidité avant la pluie. Leurs tiges deviennent très molles et le vent peut les retourner. Mais le meilleur indicateur est la pomme de pin. Les graines se trouvent à l'intérieur du cône, juste sous ses écailles. Le pin doit les garder aussi sèches que possible pour que le vent puisse transporter les graines au loin et que de nouveaux arbres puissent germer. Ainsi, lorsque le pin sent la pluie approcher, il donne l'ordre de fermer ses cônes. Les écailles se referment alors, protégeant les graines de l'eau. Et au lieu des présentateurs super ennuyeux des bulletins météo, tu peux suivre les animaux et les insectes.
As-tu entendu le chant des grillons? Ce sera ton thermomètre pour aujourd'hui. Règle le minuteur sur 15 secondes et compte combien de fois les grillons gazouillent. Ajoute 37 à ce nombre et tu obtiens la valeur de la température extérieure en degrés Fahrenheit. Pour la passer en Celsius, sors la calculette et retire 32 au degré Fahrenheit. Multiplie ce chiffre par 5. Divise ensuite par 9 et tu as ta réponse en degrés Celsius. La température de l'air affecte directement le métabolisme du grillon. Il peut gazouiller plus ou moins vite selon qu'il fait plus ou moins chaud. Alors débarrasse-toi de ton thermomètre et trouve-toi un petit pote. Maintenant, si tu n'aimes pas les insectes, regarde vers le ciel pour voir les oiseaux. S'ils volent haut, c'est que la journée est claire et ensoleillée. Mais avant qu'il pleuve, la pression atmosphérique empêche les oiseaux de voler haut. Tu pourras peut-être les voir voler en nuée qui font du rase-motte, probablement à la recherche d'un abri. Donc, même si le ciel est dégagé, la pression atmosphérique t'indique que la pluie est sur le point d'arriver. Si tu vis près d'une rivière ou d'un lac, tu peux entendre les crapauds chanter, bien que tu ne puisses pas tout à fait comprendre ce qu'ils disent puisque c'est en langage crapaud. Ils sont particulièrement bruyants avant les fortes pluies. Les crapauds aiment généralement le temps humide, alors ils deviennent tout excités. La pluie est aussi le meilleur moment pour que les femelles pondent des œufs. C'est alors qu'elles crient à tue-tête à la recherche d'un beau parti. Aïe! Un moustique vient de te piquer. Si les moustiques sont particulièrement agressifs, tu ferais mieux de trouver rapidement un abri. Les insectes essaient simplement de manger davantage avant de ne plus pouvoir pendant la tempête. De plus, l'air chaud et humide nous fait transpirer davantage et nous devenons encore plus attirants pour les moustiques. Les insectes se rassemblent également en essaim avant un orage. Ils aiment l'humidité de l'air et commencent à tourner en rond dans une danse endiablée. Mais ensuite, ils disparaissent dans l'air. Cela signifie qu'il te reste 1 heure avant le début des fortes pluies. Pour prédire le temps qu'il fera le lendemain, tu dois observer les abeilles. S'il va pleuvoir le jour suivant, les abeilles feront des heures supplémentaires. Elles pollinisent activement les fleurs car elles savent qu'elles ne pourront pas quitter la ruche le lendemain à cause de la pluie. Les écureuils peuvent prédire le temps qu'il fera pendant toute la saison. Ils font généralement des réserves de nourriture pour les périodes froides. Et s'ils commencent à le faire tôt, l'hiver sera rude. Tu peux voir les écureuils courir partout à la recherche de glands. Ils les cachent dans le sol et courent pour trouver le prochain. Les écureuils oublient souvent où ils planquent leur nourriture. Ces glands se transforment en petites pousses, du coup on a beaucoup de nouveaux arbres, tout cela grâce aux écureuils. Les animaux peuvent également prédire des catastrophes comme les tremblements de terre. Des scientifiques ont réalisé une étude dans une région d'Europe où les tremblements de terre sont fréquents. Ils ont placé des traceurs sur des vaches, des chiens et des moutons. Environ 18 000 tremblements de terre s'y sont produits pendant cette période. La plupart d'entre eux étaient insignifiants, mais il y en a eu 12 d'une magnitude de 4 sur l'échelle de Richter. Et avant chaque tremblement de terre, les chercheurs ont enregistré un comportement étrange des animaux. C'était comme s'ils essayaient de s'échapper de la zone du tremblement de terre. Les scientifiques pensent que les animaux peuvent sentir l'ionisation de l'air avant une catastrophe, grâce à leur fourrure. Leur odorat leur permet également de sentir le gaz. Celui-ci provient du fait qu'ils se déplacent dans les profondeurs du sous-sol et qu'ils tentent ensuite de trouver la sortie par de petites fissures à la surface. Les premières traces de ce comportement animal remontent à la Grèce antique. Des chats, des rats, des serpents et des mille-pattes ont quitté leur maison et se sont réfugiés en lieu sûr quelques jours avant qu'un important tremblement de terre ne frappe la Grèce. Certains poissons peuvent prédire le temps qu'il fera dans la zone. Si les requins traînent près du rivage, ils ne sont pas forcément à la recherche de nourriture. Ils se cachent peut-être d'une grosse tempête en mer. Le pire signe sur le littoral est quand toute l'eau commence à reculer brusquement. Tu peux voir tout le littoral et même les poissons et le corail qui restent sur la terre. Fuis immédiatement la zone car cela signifie qu'une énorme vague de tsunami est sur le point d'arriver ici et va tout emporter sur son passage. Que c'est beau! Tu te promènes avec ton ami et tu regardes le ciel. Le soleil semble un peu différent aujourd'hui, comme s'il avait une sorte d'anneau autour de lui, un peu comme un arc-en-ciel. Hé, regarde ça! Ton ami lève la tête de son téléphone. Tu ne devrais pas regarder directement le... Arrête tout, dit-il brusquement. C'est un halo solaire. Il faut trouver un abri tout de suite, à moins que tu aies le plus grand parapluie du monde sur toi. Un halo solaire est un signe de la nature indiquant qu'une tempête de neige ou de pluie se prépare. Il est causé par les nuages qui sont constitués de milliards de petits cristaux de glace flottant à 6000 mètres d'altitude. La lumière du soleil passe à travers ces cristaux, de sorte qu'elle se divise et se réfracte, comme dans le cas d'un arc-en-ciel. Ne regarde pas directement le halo solaire, c'est certes très tentant car ce n'est pas un phénomène que tu peux observer tous les jours, et en plus c'est vraiment beau, mais les ultraviolets peuvent brûler les tissus exposés de ta rétine et causer de graves lésions oculaires.
Donc, ça n'en vaut pas la peine. Si tu as des lunettes de soleil, ça ne devrait pas poser de problème. Ce phénomène dure environ 40 minutes. Ces nuages sont les mêmes que ceux qui peuvent parfois causer l'apparition d'un anneau autour de la Lune la nuit. En réalité, la nature envoie des signes précurseurs de catastrophes de nombreuses façons différentes. Des arbres en forme de J peuvent signifier qu'un glissement de terrain se prépare. Comme le sol bouge lentement, les arbres prennent cette forme très photogénique. Essaie de trouver une zone plate et évite de t'approcher des arbres, sauf si tu as une force surhumaine. Tu es en train de faire une belle promenade sur la plage, du sable, du soleil, pas un nuage dans le ciel. Puis, d'un coup, tu vois l'eau s'éloigner du rivage. Soudain, tu peux même voir des morceaux de corail, de petits poissons et d'autres petits animaux marins. C'est un signe qu'il faut t'éloigner au plus vite du rivage. Il pourrait y avoir un tsunami en préparation. Un tel phénomène se produit lorsqu'un tremblement de terre se produit sous l'eau et il peut déferler sur la côte à 800 km/h. Il se produit surtout dans l'océan Pacifique, mais pourquoi prendre le risque? Si tu vois un chenal d'eau agité près de la côte, reste à l'écart. Il pourrait y avoir un courant de retour sous la surface qui peut être extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière bizarre, ce qui forme des courants de retour. Tu verras peut-être un vide étrange dans les vagues où tu remarqueras des morceaux d'algues allant dans toutes les directions. Si jamais tu te retrouves pris dans un courant de retour, essaie de rester à flot et ne gaspille pas ton énergie à nager à contre-courant. Crie à l'aide et essaie de nager parallèlement à la plage. Une fois que tu es sorti du canal, nage en diagonale vers le rivage. Si tu te retrouves dans l'océan et que tu vois un groupe de requins en train de nager, ne panique pas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne viennent pas forcément te croquer. La mauvaise nouvelle, les requins essaient peut-être d'échapper à une énorme tempête tropicale ou même à un ouragan. Les requins peuvent sentir ces choses, alors quand la nature se met en colère, ils se regroupent et nagent profondément sous la surface pour se mettre en sécurité. Tu ne devrais probablement pas les suivre. Pourtant, la règle d'or depuis les temps anciens est « suis les animaux ». Les insectes, les rats et les serpents quittent leur terrier quelques jours avant les très gros tremblements de terre. Les scientifiques ne parviennent pas vraiment à expliquer comment ils savent ce qui va se passer. Il semble que les animaux puissent sentir les tremblements de terre en avance, peut-être parce qu'ils peuvent ressentir ces petites ondes de choc initiales que nous ne remarquons même pas. Et si tu vois des animaux courir vers toi, cela pourrait signifier que tu es sur le point d'être dévoré, ou bien qu'il y a un feu de forêt derrière eux. Les amphibiens, comme les grenouilles, les crapauds et les salamandres, essaient de se protéger en s'enfouissant dans le sol. Les autres courent tout simplement. Avant de commencer à courir à leur côté, vérifie si tu vois de la fumée. Tu ne voudrais pas faire un sprint pour rien. Il n'y a pas que les animaux. Tu peux aussi repérer d'autres signes avant-coureurs d'une catastrophe imminente. Par exemple, si tu remarques que tes cheveux se mettent soudainement à se dresser sur ta tête et que tes bijoux commencent à bourdonner, mets-toi tout de suite à l'abri. La foudre est peut-être sur le point de frapper quelque part à proximité. Si tu es dehors et que tu ne peux pas te réfugier à l'intérieur, assure-toi de ne pas faire les erreurs suivantes. Te tenir près de structures hautes, t'allonger à plat sur le sol, rester près d'une étendue d'eau, t'abriter sous un arbre isolé, rester dans un espace ouvert. Et n'est pas l'idée, certes saugrenue, de monter en haut de l'Empire State Building. Ce bâtiment est foudroyé des centaines de fois par an. Tu aimes le ski? C'est une activité très amusante jusqu'à ce que tu ne vois plus que du blanc. Les avalanches peuvent se déplacer jusqu'à 130 km/h, alors fais attention aux signes avant-coureurs. Est-ce que tu sens un creux quand tu te déplaces sur la neige? Y a-t-il des fissures autour de tes pieds? Peux-tu voir une énorme avalanche arriver? C'est le moment de partir. Parfois, un orage mélange sa lumière bleue avec la lumière rouge du soleil et tu obtiens un vert assez impressionnant. Profites-en à une distance sûre, de préférence à l'intérieur. Ce nuage orageux qui s'étire très haut dans le ciel signifie généralement que tu es sur le point de te faire marteler par la grêle ou pire, qu'une tornade se prépare. Trouve un abri quelque part comme un parking souterrain ou une cave. Ok, nous savons que les volcans peuvent être dangereux, mais qu'en est-il des lacs à proximité? Ne sont-ils pas dangereux aussi? Les lacs qui se trouvent près de quelque chose de très chaud qui ne refroidit jamais, comme les volcans, sont comme des canettes de soda secouées sauvagement, attendant juste d'éclater. Le magma qui se trouve sous terre pousse en fait le dioxyde de carbone au fond du lac, et ce gaz reste là à attendre. Ensuite, même quelque chose de banal comme la pluie peut perturber un peu trop le lac et bam ou boum, tu vois le tableau. Plongée, natation, snorkeling, la mer peut être fascinante, mais elle est assez imprévisible.
Lorsque deux courants de vagues se rencontrent, ils peuvent créer une mer croisée. Cela a l'air plutôt joli vu de loin, mais ce peut être vraiment dangereux pour les nageurs, les surfeurs ou même les bateaux. Cela signifie qu'un fort courant se déplace sous la surface. Tu te promènes sur la plage, on dirait que toutes les bonnes histoires commencent comme ça. Et tout à coup, oh, une grotte. Génial, non? Tu devrais probablement y entrer, explorer un peu et non. Si c'est la pleine lune, tu ne pourras peut-être pas ressortir de cette grotte. La pleine lune affecte la marée et la rend plus basse que d'habitude. Cette grotte est peut-être plus accessible, mais au lieu de vivre une aventure passionnante, tu pourrais te retrouver piégé là-dedans, jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors n'oublie pas tes provisions si tu veux vraiment y entrer. Un nuage mural est l'une de ces choses que tu seras à la fois excité et effrayé de voir. Effrayé parce que tu ne sais pas ce que c'est, excité parce que... combien de fois as-tu vu quelque chose comme ça dans ta vie? Mais quelle que soit ton émotion, dis à tes jambes de commencer à courir. Pendant un orage, ces nuages muraux sont plus bas que tout le reste et peuvent faire jusqu'à 8 km de large. Et ils commencent à tournoyer. Tu sais ce que cela signifie. Nous sommes en 2009, en Italie. Un homme est dans sa cuisine, il voit des lumières vacillantes, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il met sa famille en sécurité. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre frappe toute la région. Sa famille a survécu grâce à sa réaction rapide. Il savait que ces lumières vacillantes étaient le signe d'un tremblement de terre imminent. Les gens voient ces lumières mystérieuses depuis des lustres. Certains pensent même que c'était une sorte de signe venant de l'espace. Les scientifiques ne les prenaient jamais au sérieux, mais après l'invention de la photographie, de plus en plus de preuves de ces étranges lumières sont apparues. Bientôt, ils ont compris le lien. Les lumières apparaissaient et très vite, le tremblement de terre se produisait. Après avoir creusé un peu, ils ont en fait trouvé des traces de ces lumières de tremblement de terre il y a des centaines d'années. Il y avait des flammes bleutées qui sortaient du sol juste avant un tremblement de terre. Retournons sur la plage une dernière fois. Si tu vois que l'océan prend une teinte rouge-brune, ne va pas dans l'eau ou même près de l'eau. Cette marée rouge est causée par des algues toxiques et c'est un phénomène que tu peux trouver partout dans le monde. Ces algues toxiques peuvent être là même si l'océan est d'une couleur normale. Avoir ces algues sur toi peut causer des problèmes de santé, alors si tu as été touché, rince-toi à l'eau douce aussi vite que possible. Quelque chose d'intéressant s'est récemment produit dans le Dakota du Sud. C'était partout sur Internet, donc tu en as peut-être entendu parler. En juillet 2022, le ciel de cet État est soudainement devenu vert. Que s'est-il passé exactement? Est-ce que ça a été causé par les humains ou par la nature? Découvrons-le. Mardi 5 juillet 2022. Peu après une forte tempête, le ciel du Dakota du Sud était encore couvert. Les habitants ont fini par sortir de chez eux et ont vu que le ciel avait pris une teinte vert foncé intense. Ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Ils ont dit qu'ils avaient l'impression d'être dans un film de science-fiction. Sans surprise, les habitants ont immédiatement commencé à diffuser la nouvelle sur tous les réseaux sociaux. Ils ont partagé leurs magnifiques mais étranges photos sur Twitter. Elles montraient le ciel au-dessus de Sioux Falls et de quelques autres villes. Même si cela peut ressembler à quelque chose de surnaturel, ce n'est pas du tout un phénomène terrifiant. C'est un simple jeu entre la lumière et l'atmosphère. Mais un tel phénomène arrive assez rarement et signifie généralement que du très mauvais temps approche. Et c'était le cas dans le Dakota du Sud. Juste avant que les gens ne commencent à partager leurs photos, une tempête a balayé la ville de Sioux Falls. Cela a été confirmé par le service météorologique américain. Cet ouragan était terrible. La vitesse du vent était d'environ 160 km/h. Selon l'échelle de Beaufort, mesurant la vitesse des vents, il s'agit de la tempête la plus rapide et la plus destructrice. Il n'y a que 12 niveaux sur cette échelle, et si la vitesse du vent dépasse 117 km/h, c'est qu'on a atteint le niveau maximal. Pourquoi ça n'a pas fait la une des journaux? Parce que c'est plutôt habituel dans cette région. Les orages se produisent très souvent aux États-Unis, surtout pendant les mois les plus chauds. Et un orage sur 10 peut devenir quelque chose de plus sérieux comme une tornade. Celui-ci n'était pas une exception. Il s'agissait du fameux derecho. Le derecho est très répandu et de longue durée. Il s'agit en fait de la combinaison d'un groupe d'orages violents se déplaçant rapidement et de pluies diluviennes.
Les gens disent souvent qu'un derecho est aussi fort qu'une tornade. Pourtant, il y a une différence entre les deux. Une tornade est un vortex, une colonne d'air en rotation. Son diamètre est d'environ 150 mètres, bien qu'il puisse atteindre jusqu'à 4 km. Et dans ce cas, il vaut mieux être loin. Mais le point principal est que les tornades tournent. Le vent se déplace très rapidement et de façon circulaire autour d'un centre invisible. Un derecho est un orage fort ou un système d'orage fort avec des vents en ligne droite. En d'autres termes, il ne tourne pas. Au lieu de cela, le derecho choisit un point quelque part et y court simplement, comme un marathonien très motivé. Si on compare un derecho à une tornade ordinaire, cette dernière a 6 niveaux de force, de 65 à 600 km/h, tandis qu'un derecho est un peu comme une petite tornade de niveau moyen 1 ou 2. Habituellement, sa vitesse est comprise entre 115 et 180 km/h. Et dans les deux cas, ils peuvent être accompagnés d'orages violents, d'éclairs et de pluie. Mais ce sont tout de même des phénomènes différents. Une tempête devient un derecho si la traînée de dégâts qu'elle laisse dépasse 385 km de distance et si la vitesse du vent est d'au moins 95 km/h. Il est assez difficile à prévoir. Il peut se former même par temps clair lorsque les météorologues ne prévoient pas de tempête. Et puis les vents apparaissent soudainement. C'est tellement surprenant qu'ils peuvent même sembler explosifs. Mais le service météorologique national essaie d'avertir les habitants au moins une demi-heure ou une heure avant que cela ne se produise, afin qu'ils aient le temps de se préparer et de se mettre à l'abri. Ce n'était pas différent cette fois-ci. La tempête a balayé presque tout le Dakota du Sud, ainsi que les États voisins du Minnesota et de l'Iowa. Les conséquences ont été assez sérieuses. Plus de 30 000 personnes se sont retrouvées sans électricité. Heureusement, personne n'a été blessé, notamment parce que les habitants sont plutôt habitués au derecho. Cependant, le ciel vert est quelque chose de différent. C'est devenu un spectacle très inhabituel pour les habitants. Tout le monde se demandait pourquoi cela arrivait. Était-ce un mauvais présage ou un phénomène météorologique normal ? Pour être tout à fait honnête, les scientifiques n'ont pas d'explication exacte. Mais bien qu'il n'y ait que des hypothèses, elles semblent plutôt convaincantes. Un ciel vert est un phénomène très rare. La plupart des scientifiques pensent que cela se produit lorsqu'une puissante tempête s'approche de la région avant le coucher ou le lever du soleil. Le ciel devient alors vert dans la zone. Le météorologue de NBC, Bill Karins, qui a lui-même été confronté à un événement similaire, suggère que le ciel vert est apparu à cause de l'énorme grêle qui a précédé la tempête. Tout d'abord, parlons de la raison pour laquelle le ciel est généralement bleu, ou toute autre nuance selon son humeur. Le soleil transporte simultanément tous les rayons du spectre des couleurs. Il peut nous sembler blanc, mais il possède en fait toutes les couleurs en même temps. Cependant, ces ondes de couleurs ont toutes des longueurs différentes. Par exemple, les rayons bleus sont plus courts que les autres. Ils traversent mieux les molécules d'air que les ondes rouges, si bien qu'ils nous atteignent plus rapidement. C'est pourquoi par temps clair, le ciel semble bleu. À l'inverse, les ondes de couleur rouge et orange sont très longues et se déplacent plus lentement. Elles sont donc généralement laissées derrière. Mais lorsque le soleil passe sous l'horizon ou se lève, la direction des rayons change et ces ondes nous atteignent mieux. Tout cela signifie que même si les levées et couchers de soleil nous semblent rouges et oranges, il y a en réalité toujours des ondes bleues et vertes. Mais elles doivent rebondir sur quelque chose pour nous atteindre plus rapidement et devenir plus fortes que les rayons rouges. Tu as compris où on veut en venir. C'est là que l'eau entre en jeu. Les nuages sont constitués de gouttelettes d'eau. Lorsqu'elles deviennent suffisamment grosses, mais ne tombent pas encore, par exemple à cause de vents forts, elles affectent le comportement de la lumière dans le ciel. Les tempêtes violentes sont principalement composées d'eau et de grêle. Or, c'est l'eau qui reflète le mieux les rayons bleus et verts. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'eau des rivières et des lacs nous semble bleu-vert, alors qu'en réalité, elle est transparente.
Il y a donc quelques facteurs clés qui font en sorte que le ciel peut devenir vert. Tout d'abord, le soleil doit être au niveau de l'horizon. Un autre facteur est que même si les nuages d'orage approchent, ils ne doivent pas couvrir complètement le ciel. Il doit encore y avoir un peu de place pour les rayons du soleil. Ensuite, des rayons bleus à peine perceptibles se dirigent vers les nuages d'orage, mais ils sont repoussés par les gouttelettes d'eau et la grêle. En se mélangeant avec le coucher de soleil rouge, ils se transforment en une lumière verte brillante, et cette lumière verte se répand dans tout le ciel. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, lorsque le ciel devient vert, les gens ne peuvent le voir que le soir. Cela peut éventuellement se produire en milieu de journée, mais c'est très rare, étant donné que les conditions sont très spécifiques. Quoi qu'il en soit, si tu vois un ciel vert, pas de panique. Cela ne signifie pas forcément qu'une terrible tempête est en approche. La probabilité est élevée, mais ce n'est pas une règle absolue. Il peut simplement s'agir d'une forte pluie ou d'une forte grêle. En d'autres termes, si tu vois un ciel vert, tu ferais mieux de te mettre à l'abri et de mettre ta voiture à l'abri. Mais si tu as la chance de pouvoir admirer un magnifique ciel vert depuis le confort de chez toi, profites-en. Car tu auras eu la chance de vivre quelque chose de très rare. Certaines personnes ont dit que c'était la chose la plus incroyable qu'elles aient jamais vue.